Les principaux titres de ce journal: en Côte d'Ivoire, 6 hommes lourdement armés ont attaqué ce dimanche la station balnéaire de Grand Bassam, faisant 22 morts et des dizaines de blessés. En religion, le MEPEF, ministère évangélique puissant de la foi, a célébré le Seigneur ce dimanche à travers un culte spécial d'action de grâce. Actualité africaine, au Bénin, la Cour constitutionnelle a proclamé ce dimanche les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Actualité internationale, élection partielle en Allemagne, percée, record des populistes de l'AfD. Sport, football, Ligue 1, le PSG, champion record de France à 8 journées de la fin. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Et nous ouvrons ce journal avec une note triste. En Côte d'Ivoire, 6 hommes lourdement armés ont attaqué ce dimanche dernier la station balnéaire touristique de Grand Bassam, faisant ainsi 22 morts et des dizaines de blessés. Parmi les victimes, 4 occidentaux, dont un Français et un Allemand. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est rendu sur le lieu du drame dès les premières heures de l'attaque. Je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle, le calme est revenu et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous ouvrons à présent le chapitre religion en Côte d'Ivoire. Le MEPEF, ministère évangélique puissance de la foi, a célébré le Seigneur ce dimanche dernier à travers un culte spécial d'action de grâce. Ce moment de prière a été particulièrement marqué par un message délivré par le premier responsable de ce ministère, le révérend prophète Ézéchiel Sia. Suivons ce reportage. Les fidèles du ministère évangélique puissance de la foi, dirigé par le révérend prophète Ézéchiel Sia, ont célébré le Seigneur à travers un culte d'action de grâce pour tous ses bienfaits. Un moment de réjouissance marqué par la louange avec le groupe musical. Le révérend prophète Ézéchiel Sia, président fondateur du MEPEF, ministère évangélique puissance de la foi, après un temps d'absence, a retrouvé son peuple, à qui il a délivré un message venu à point nommé, s'appuyant sur le livre de Exode 14. Gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Le problème que tu traverses doit éclater la gloire de Dieu. La situation dans laquelle tu te trouves doit éclater la gloire de Dieu. Tu n'as pas un problème, la gloire de Dieu ne sera pas éclatée. Il faut que tu aies un problème, que Dieu te donne une solution pour pouvoir éclater la gloire de Dieu. Mais une affaire spirituelle, une affaire que nous devons comprendre. Et nous devons toujours garder le silence devant l'Éternel. Ce beau culte d'action de grâce a été aussi marqué par la remise des cadeaux des fidèles à leur Père spirituel, symbole de l'attachement à l'homme de Dieu et l'œuvre accomplie pour la seule gloire de l'Éternel. Et c'est dans cette ambiance fraternelle que ce beau culte a pris fin. Que Dieu vous bénisse. Toujours en religion, parlons cette fois-ci de musique. Ton heure de gloire a sonné. Le nouvel album de la chantre de l'Éternel, Chantal Amani, a été présenté au grand public ce samedi 12 mars 2016 lors d'un concert dédicace à la salle CPE de Cocody dans le district d'Abidjan. Suivant ce reportage signé Emmanuela Oui. Une panoplie de chantres était présente samedi 12 mars dernier au centre de publication évangélique de Cocody, en abrégé CPE, pour ouvrir cet espace de dédicace de l'album de la chantre Amani Chantal. Une entrée sensationnelle, émouvante de la chantre et de son équipe pour déballer les mélodies et chants adressés à notre Seigneur sur son album sorti depuis 2015 intitulé « Ton heure de gloire a sonné ».
Un moment époustouflant dans lequel Chantal Amani a transporté le peuple venu louer, adorer Dieu à travers ses cantiques. Hâtez-vous de vous procurer les cantiques contenant l'album « Ton heure de gloire a sonné » de la chanteuse Chantal Amani. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine au Bénin avec l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle a proclamé ce dimanche les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 6 mars dernier. Le second tour opposera le dimanche 20 mars 2016 l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon. Électeurs inscrits 4 746 348. Votants 3 134 988. Suffrages exprimés 3 18 458. Majorité absolue 1 509 230. Suffrages obtenus par 1. Monsieur Lionel Alain Louis Zinsou Derlin 858 080. 2. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, 746 528. 3. Monsieur Sébastien Germain Marie Aïkwe Ajavon, 693 084. 4. Monsieur Abdoulaye Bio-Tchani, 262 389. 5. Monsieur Makandjou Pascal Jean-Iréné Koupaki, 177 251. En conséquence, proclame. Article 1er, sont qualifiés pour se présenter au second tour de l'élection présidentielle Monsieur Lionel Alain Louis Zinsou Derlin et Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. Au Cameroun, un vent de contestation et d'indignation secoue ce pays après la mort le samedi dernier d'une jeune femme enceinte et ses bébés aux portes de l'hôpital La Quintini de Douala. Partie accoucher, la jeune femme qui portait 2 jumeaux n'a pu profiter de la prise en charge. Je suis Monique Koumaté, tels étaient certains des messages visibles sur les pancartes de nombreuses personnes qui sont venues manifester pacifiquement hier dimanche devant l'hôpital La Quintini de Douala. Leur but, évidemment, honorer la mémoire de la femme décédée la veille et dont le sort funeste capturé sur vidéo a ému toute la toile. Koumaté Monique, qui est devenu le symbole du martyre de l'indifférence du corps médical camerounais, aurait succombé d'une crise cardiaque avant son arrivée aux urgences. Un peu plus tôt à son arrivée à l'hôpital La Quintini, personne n'a voulu s'occuper de la jeune femme de 31 ans sur le point d'accoucher. Tout cela faute de moyens financiers pour être admise. Parlons toujours d'élections, mais cette fois-ci en Allemagne, élection partielle dans ce pays perd ses records des populistes de l'AfD. L'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, est entrée dans les 3 parlements régionaux. Il faut préciser que seulement 3 ans seulement après la création de ce parti, les populistes ont essentiellement fait campagne la politique d'asile du gouvernement. Perd ses records des populistes allemands. 3 ans à peine après la création de leur parti, l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD entre dans les 3 parlements régionaux renouvelés hier. Leur chef de file, Frauke Petry, a essentiellement fait campagne contre la politique d'asile du gouvernement. C'est la politique catastrophique de la chancelière Angela Merkel qui a ouvert les yeux des électeurs. C'est la seule raison pour laquelle nous entrons au Parlement de tous les Länder, dit-elle. En Saxe-Anhalt, nous sommes même la seconde force politique.
Pourtant, ce sont des partis dont la politique d'asile est tout aussi généreuse que celle de Berlin qui sont arrivés hier en tête de 2 des scrutins. Les Verts resteront donc au pouvoir dans le Bade-Württemberg avec plus de 30% des suffrages, contre environ 27% pour les chrétiens démocrates de la CDU et plus de 15% pour l'AfD. En Rhénanie-Palatinat, la région de l'ancien chancelier Helmut Kohl, les sociodémocrates du SPD l'emportent avec 36% des voix contre près de 32% pour la CDU et plus de 12% pour les populistes qui se classent ici 3e. Ce scrutin partiel sonne comme un vote sanction pour les chrétiens démocrates d'Angela Merkel. Il va aussi compliquer la tâche de la CDU, du SPD et des Verts pour bâtir des coalitions régionales stables. En France, les syndicats réformistes restent mobilisés contre la loi travail. Avant un rassemblement à l'appel à la place de la République à Paris, la CFDT affiche sa détermination à obtenir un rééquilibrage du projet de loi travail. Il faudrait licencier plus facilement, particulièrement des jeunes et des travailleurs précaires. Aujourd'hui, c'est le temps de la décision. Pour que lundi, nous sommes samedi, lundi, le Premier ministre rassemble l'ensemble des partenaires sociaux, des organisations syndicales et patronales. Eh bien moi, je souhaite que le texte réponde à l'ensemble de nos exigences. Nous demandons des modifications substantielles. Ce n'est pas des modifications légères. Et si ces modifications n'ont pas lieu, la CFDT continuera de se mobiliser. C'est le rôle d'une organisation syndicale. Nous l'assumons totalement. Nous attendons un texte qui soit rééquilibré en faveur des salariés pour intégrer davantage de sécurité. Nous demandons au gouvernement de retirer la partie barémisation des prud'hommes, qui est un non-sens par rapport au principe même du juge qui doit pouvoir apprécier souverainement le préjudice et l'indemniser. Nous demandons la révision des critères autour du licenciement économique, parce que ce n'est pas en assouplissant le licenciement économique que le gouvernement va inverser la courbe du chômage. Pour nous, c'est un non-sens. Comme annoncé dans les titres, crise des déchets au Liban, le ras-le-bol des manifestants annoncé par le gouvernement. Quelques 3000 personnes ont manifesté dans le centre-ville de Beyrouth au Liban pour dénoncer la présence des déchets qui s'empilent dans tout le Liban depuis la fermeture en juillet 2015 de la plus grande décharge du pays. Ils disent vouloir donner un dernier avertissement au gouvernement. Quelques 3000 personnes ont manifesté dans le centre de Beyrouth pour dénoncer l'incurie des dirigeants, la corruption. Le problème, toujours cette crise des déchets qui s'empile dans tout le Liban depuis la fermeture en juillet 2015 de la plus grande décharge du pays. Le mouvement Vous puez a depuis permis de drainer des centaines de protestataires dans la rue. Cette fois, il menace de paralyser le pays. Nous voulons dire aux déchets qui sont dans les ministères que nous allons rester dans la rue jusqu'à ce qu'ils partent, eux et les déchets. Nous n'allons pas nous user. Nous sommes dans la rue depuis 8 mois, ça va continuer. Autour de Beyrouth, ce sont des routes ou des montagnes de poubelles qui défigurent le paysage. Le gouvernement a annoncé ce samedi un plan sur 4 ans. La première étape est la réouverture de la décharge fermée l'année dernière, une mesure jusque-là très controversée. 2 autres décharges devraient voir le jour dans la banlieue de Beyrouth. Union européenne, Cuba, le rapprochement entériné à La Havane, Cuba et l'Union européenne ont scellé un accord de dialogue politique et de coopération. Il faut préciser que c'est l'aboutissement de 2 ans de négociations. Avec cet accord, l'Union européenne abandonne la politique restrictive qu'elle menait depuis 20 ans. C'est l'aboutissement de 2 ans de négociations entre Cuba et l'Union européenne, une étape largement relayée par la télévision cubaine vers la normalisation des relations entre La Havane et les 28. Après avoir été reçue par le président Raúl Castro, la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a scellé un accord de dialogue politique et de coopération avec Cuba. Avec cet accord, l'Union européenne abandonne la politique restrictive qu'elle menait depuis 20 ans, conditionnant sa coopération avec le régime communiste à des avancées démocratiques dans l'île. La signature intervient quelques jours seulement avant la venue de Barack Obama à Cuba, la première visite d'un président américain en 88 ans. Il arrivera à La Havane le 20 mars, là aussi, pour confirmer un rapprochement engagé en 2014. La Havane et Washington ont depuis ouvert des représentations diplomatiques confirmant le dégel, mais l'embargo américain sur Cuba reste en vigueur, limitant la coopération économique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté pour la première fois un texte s'attaquant aux abus sexuels commis par des casques bleus. Les unités mises en cause devront être rapatriées si les faits sont prouvés. La résolution n'aura pas été facile à faire accepter, mais les États-Unis ont refusé de l'édulcorer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté pour la première fois un texte s'attaquant aux abus sexuels commis par des casques bleus. Les unités mises en cause devront être rapatriées si les faits sont prouvés. Mon but principal est d'agir enfin contre un cancer, a martelé l'ambassadrice américaine. Le cancer des abus et de l'exploitation sexuelle dont sont victimes des gens qui font confiance au drapeau de l'ONU. Ils voient un casque bleu se diriger vers eux et ils pensent « c'est quelqu'un qui va m'aider ». Ils ne pensent pas « je dois partir en courant, c'est quelqu'un qui va me violer ». C'est quelque chose qu'ils ne devraient jamais penser. Seule l'Égypte s'est abstenue au cours du vote. Cette résolution intervient alors que le dernier rapport annuel des Nations Unies fait état de 69 cas d'abus sexuels commis en 2015 par des casques bleus d'une vingtaine de nationalités. Pour la plupart, ils étaient en mission en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Revenons à présent sur la campagne présidentielle aux États-Unis. Pour les candidatures républicaines et démocrates à la présidentielle américaine sont entrées dans une phase cruciale. Ce mardi, 5 grands États comportant de nombreux délégués ont voté. 5 grands États riches en délégués votent demain aux États-Unis, un enjeu de taille dont le favori reste Donald Trump, côté républicain. Malgré les violences qui ont émaillé quelques-uns de ses derniers meetings, l'homme d'affaires refuse de changer de ton, une rhétorique bien rodée qui le place en tête des intentions de vote. Je suis une meilleure personne que les personnes à qui je m'oppose, ça je peux vous le dire. Je suis meilleur qu'Hillary. Hillary n'est pas une bonne personne. Ted Cruz, lui, n'arriverait que 3e dans l'Ohio, mais il est donné second dans l'Illinois et en Floride. La Floride, patrie de Marco Rubio, ne devrait pas lui porter chance. Il n'y est crédité que de 21% des intentions de vote et risque fort de devoir jeter l'éponge. Côté démocrate, Hillary Clinton fait la course en tête en Floride où on lui prédit un score de plus de 60%. Lorsque l'on veut devenir président de notre pays, il ne suffit pas de dire à qui on s'oppose, de pointer les gens du doigt, de créer des boucs émissaires, dit-elle. Notre pays est basé sur l'espoir, l'opportunité de créer un avenir meilleur qu'aujourd'hui et qu'hier. Bernie Sanders compte malgré tout rester dans la course. Dans l'Illinois, les sondages voient les 2 candidats démocrates au coude à coude. Au Brésil, 3 millions de personnes dans tout le pays ont manifesté le dimanche dernier contre la présidente actuelle Dilma Rousseff qui est embourbée dans un scandale de corruption. Une marée humaine dans les rues de Sao Paulo. 3 millions de personnes dans tout le Brésil. Une mobilisation massive dimanche et un seul mot d'ordre, Dilma dehors. Les Brésiliens réclament la démission de leur présidente embourbée dans un scandale de corruption. Pari réussi pour l'opposition dont l'objectif était de faire pression sur les députés. Ils doivent se prononcer sur une procédure de destitution visant la présidente. Je me sens coupable, dit cette femme. J'ai cru en eux comme tous les Brésiliens. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui de la corruption? Alors nous voulons voir tous les corrompus dehors. Nous ne pouvons plus supporter la corruption. Nous soutenons le pays pour organiser les Jeux Olympiques et d'autres grands événements, pour parvenir à un développement grâce à tous ces processus. Mais le problème, c'est que le pays manque de gouvernance efficace et il y a beaucoup trop de corruption. Alors que le pays est en pleine récession, l'opposition accuse le gouvernement d'avoir maquillé les comptes publics en 2014. Objectif, minimiser l'ampleur des déficits et favoriser la réélection de Dilma Rousseff. Parlons à présent d'astronomie. Dans ce journal, l'astronaute américain Scott Kelly prendra sa retraite le 1er avril prochain après 20 ans de carrière à la NASA. Il faut préciser qu'avec 520 jours au total passé dans l'espace, Scott Kelly détient le record du temps passé dans les étoiles.
À peine rentré sur Terre, l'astronaute Scott Kelly prendra sa retraite le 1er avril après 20 ans de carrière à la NASA. L'Américain vient de revenir d'une mission de 340 jours dans la Station spatiale internationale. Avec 520 jours au total, c'est l'Américain qui détient le record du temps passé dans les étoiles. Nous restons toujours dans l'astronomie. ExoMars, c'est la nouvelle mission d'exploration de la planète rouge. Une mission en 2 temps dont la première phase a débuté ce lundi. L'objectif est de trouver des traces de vie sur Mars et plus spécifiquement l'origine du méthane. ExoMars, c'est la nouvelle mission d'exploration de la planète rouge. Une mission en 2 temps dont la première phase débute ce lundi. Autant dire que les scientifiques de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale russe Roscosmos vont vivre un week-end intense. L'objectif est de trouver des traces de vie sur Mars et plus spécifiquement l'origine du méthane. C'est une fusée russe Proton qui est chargée de lancer et de placer en orbite la sonde TGO pour Trace Gaze Orbiter et l'atterrisseur test Schiaparelli. Le décollage se fera depuis Baïkonour au Kazakhstan. Après un voyage de 7 mois, le module Schiaparelli se séparera de la sonde pour se poser sur la planète rouge le 19 octobre prochain. Cela permettra aux scientifiques de l'ESA d'observer les techniques d'entrée dans l'atmosphère, la descente et l'atterrissage à la surface de Mars. Il est censé se poser sur le site de Meridiani Planum, là où a déjà atterri le robot américain Opportunity en 2004. La sonde TGO, qui fait plus de 4 tonnes, devra pendant ce temps analyser la composition de l'atmosphère martienne. Elle doit quantifier précisément le méthane, la vapeur d'eau, le dioxyde d'azote et d'autres composés susceptibles d'indiquer la présence d'une activité biologique ou géologique. Le module Schiaparelli n'est pas équipé de panneaux solaires et sa durée de vie sera éphémère, 2 à 4 jours seulement une fois posé sur Mars. Mais ces données seront essentielles pour le second volet de la mission ExoMars 2018. Il s'agira alors d'envoyer un robot de la taille d'une petite voiture, un rover, qui aura pour fonction de forer le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur. Jusqu'à présent, les forages n'excédaient pas 10 à 15 cm. Le rover travaillera sur un site repéré par une équipe du laboratoire de géologie de l'Université Claude Bernard de Lyon, un site argileux nommé Oxyaplanum. Le départ est prévu normalement en mai 2018 pour une arrivée en janvier 2019 sur Mars, mais ce second volet de la mission pourrait être repoussé de 2 ans, faute de budget. Nous ouvrons le chapitre sport de ce journal. Le coup d'envoi de la saison voltige aérienne a été donné ce samedi dans le ciel des Émirats arabes unis. Le champion du monde sortant Paul Bonhomme, parti à la retraite, la voie est ainsi libre pour les Français. Le champion du monde sortant Paul Bonhomme parti à la retraite, la voie est libre pour les Français à Abu Dhabi et ils en profitent avec la victoire pour Nicolas Ivanov et un premier podium pour François Levaux. L'Allemand Matthias Dolderer vient s'intercaler entre les 2 hommes. Prochaine étape à Spielberg, en Autriche, les 23 et 24 avril. You are the winner of the Abu Dhabi 2016 race. Okay, thank you, thanks a lot. Football Ligue 1 en France, les joueurs du Paris Saint-Germain établissent un record en devenant champion de France à 8 journées de la fin. Ils se sont assurés de leur 6e titre en allant écraser 9 buts à 0. Une joie à la hauteur de la performance. Les joueurs du Paris Saint-Germain établissent un record en devenant champion de France à 8 journées de la fin. Ils s'assurent de leur 6e titre, le 4e consécutif, en allant écraser 3, la lanterne rouge, 9 à 0, du jamais vu depuis 30 ans. Edinson Cavani signe un doublé et Zlatan Ibrahimovic un quadruplé pour franchir la barre des 100 buts inscrits depuis son arrivée au PSG en 2012. Après la Ligue 1, les Parisiens ont maintenant dans le viseur la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu bénisse, à bientôt.